Bonsoir à tous, je suis ravie d'être dans cette keynote de clôture pour finaliser ces 3 jours qui, je pense, ont été très denses en rendez-vous et en découvertes. Et j'aime commencer la keynote par un slide extrêmement consensuel, parce que personne dans cette salle ne pourra dire le contraire. Le monde a changé, et c'est bien pour ça que nous sommes tous là aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de devices, autant d'apps, autant de data qui sont créées chaque jour. Chaque jour, nous créons plus de données que nous pouvons en consommer. Et ces transformations n'ont jamais été aussi rapides et n'ont jamais autant impacté notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Je propose un petit retour en arrière. Il y a quelques mois, il y a quelques années, une crise économique majeure, l'affaire Snowden, Prism, et puis les événements dramatiques du 13 novembre ont clairement tous bouleversé nos vies personnelles. Nous ne réagissons plus de la même manière, mais aussi nos vies professionnelles. Au-delà de la productivité, maintenant en entreprise, nous recherchons bien sûr la mobilité, mais aussi la sécurité de nos datas et la sécurité de notre vie privée, de nos datas personnelles. Et tous ces changements, à l'ère de la cybercriminalité, à un moment où, encore une fois, nous sommes submergés de devices, nous ne pouvons plus faire un pas ou une action sans ouvrir une apps, nous accueillons aussi dans nos entreprises cette fameuse génération de millennials, la génération Y et Z, qui pour eux ne peuvent pas concevoir un travail sans mobilité, sans pouvoir se connecter à tout moment. Nous devons forcément changer nos habitudes. Alors évidemment, c'est plein d'opportunités, mais c'est aussi un certain risque. Je voudrais poser une question, je ne sais pas si certains ont déjà la réponse. Parmi les entreprises du Fortune 500, vous savez, c'est le classement des plus grosses entreprises mondiales, en 1955, savez-vous combien existent encore aujourd'hui? Est-ce que vous avez un chiffre à donner? 100, qui dit mieux? Les 500, qui faisaient en fait, l'économie mondiale. 50, ah, vous y êtes presque. Eh bien, c'est 12% qui ont disparu, c'est 60 entreprises qui restent aujourd'hui. C'est très peu. 500, il en reste 60, moins de 12%. La durée de vie dans les années 50 d'une entreprise, des Fortune 500, c'était à peu près 75 ans. Aujourd'hui, dans ce même Fortune 500, la durée de vie d'une entreprise, c'est moins de 15 ans. Et ça diminue chaque année. Alors, forcément, la raison, elle est très simple. C'est que le monde s'est transformé plus vite que les entreprises n'ont su le faire. Et là, aujourd'hui, parmi toutes les rencontres que nous faisons au quotidien, notre constat chez Microsoft est aussi simple. Ce sont les entreprises qui maîtrisent le mieux leur mobilité, leur data et la transformation, l'intelligence qu'elles arrivent à en tirer, le fameux machine learning et le big data dont on parle beaucoup, qui seront les plus pérennes dans l'avenir. Alors évidemment, le digital est omniprésent. Certains d'entre vous connaissent ces fameuses images de la place Saint-Pierre qu'on revoit souvent, à 2 périodes différentes, 2005, 2013, nomination du pape. Dans un cas, en 2005, vous ne voyez aucun écran. En 2013, tous les devices sont là. Mais au-delà du device en lui-même, c'est l'instantanéité de l'information. C'est le temps réel. C'est le fait que nous ne voulons plus attendre pour avoir une information, que tout devient social, que tout est technologique, qui est le plus intéressant. Et quand on parle de transformation chez Microsoft, on aime en parler à nos clients, mais on aime surtout se l'appliquer à nous-mêmes. Et si vous avez suivi un peu notre activité, vous avez dû voir notre actualité que depuis 3 ans, depuis l'arrivée de Satya Nadella, beaucoup de choses ont changé. En effet, qui aurait pu penser, il y a 3 ans, qu'on serait invité à la keynote d'Apple pour présenter Office sur iPad, qu'on ferait un partenariat avec Salesforce, et surtout qu'on deviendrait constructeur de devices. Qui l'aurait pensé? Et justement, j'aimerais revenir un peu sur notre stratégie device au sein de Microsoft. L'idée, ce n'est pas d'être un énième constructeur. L'idée, c'est d'abord de partir d'un usage, d'une transformation, de nouvelles habitudes de travail. Et on va s'arrêter par exemple sur les réunions que nous avons tous à longueur de journée. Quelques chiffres. Aujourd'hui, dans une réunion, plus de 50% des collaborateurs sont à distance, ils sont en remote, ils ne sont pas présents physiquement. Aujourd'hui, dans une réunion qui dure à peu près 1 heure, bon, il y a des réunions à rallonge, mais on va dire 1 heure,
On perd systématiquement 10 minutes, 10 à 15 minutes pour se connecter. Ah, je vois pas l'écran, j'entends pas le son. Attends, je remets, j'appelle l'IT, on doit se brancher. Perte de productivité. Les collaborateurs à distance ne se sentent pas impliqués dans la réunion. Ils passent en multitasking. Et puis alors, les comptes rendus, on les a parfois, mais pas toujours. Fort de ce constat, nous avons lancé Surface Hub, qui est lancé maintenant en France, et je vous propose de le découvrir en vidéo. We want every meeting to be great, where things just click, where ideas flow and work gets done. The problem is, technology hasn't been designed for the way we want to work together, until now. With Microsoft Surface Hub, you can unlock the power of the group. You can walk up and share your ideas on a canvas as big as your imagination. You can touch the data you need to make key decisions on the spot. And anyone can pick up a pen to help drive the conversation. It's a platform that brings the tools you rely on to the center of the discussion and lets you interact in new ways. Whenever you need, you can bring the right person into a critical session. Meetings become more engaging and productive, and you can take your ideas with you when you leave the room. So make every meeting great. Introducing Microsoft Surface Hub. Unlock the power of the group. Alors vous l'aurez compris, c'est bien plus qu'un simple écran tactile et collaboratif. Nous pensons d'abord à l'usage qui en est fait et aux services associés. Quoi de plus simple quand on démarre une réunion de se mettre sur son Outlook, de lancer Skype, d'appeler un à un les personnes qui doivent participer, de tout partager sur un OneNote et puis après, en un clic à la fin, le OneNote est envoyé à chaque participant avec bien entendu toutes les annotations que chaque collaborateur aura pu inscrire. C'est cette notion d'usage et de service, de hardware et de software qui sont intimement liés qui est vraiment intéressante et qui nous intéresse dans notre démarche de device. Revenons sur une autre catégorie de produits que vous avez peut-être vu aujourd'hui sur notre stand, la Surface. La Surface est apparue il y a quelques années. Nous avons créé ce secteur du 2 en 1, cette classification du 2 en 1, qui aujourd'hui a permis une réelle mobilité, une réelle transformation vers la mobilité dans toutes les entreprises. C'est le marché en croissance, plus 35% chaque année. Surface a vraiment lancé cet univers et aujourd'hui, c'est une famille de 3 produits, dont le tout dernier que nous venons de lancer, le Surface Book, l'ordinateur portable ultime que je vous laisse découvrir. Voilà, lancé il y a 15 jours à peine, le Surface Book est l'ordinateur portable ultime tel que nous l'entendons chez Microsoft. Vous l'avez vu, c'est une véritable station créative, un ordinateur aussi puissant et aussi mobile et agile. Aujourd'hui, l'offre Surface est la seule offre de 2 en 1 qui propose du Core i5, du Core i7, donc un vrai PC avec tous les atouts de la mobilité. J'aimerais revenir sur la gamme.
Tout d'abord, la Surface Pro 4, qui fait donc suite à la Surface Pro 3, qui est l'alliance parfaite en fait, entre la mobilité et la productivité. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises l'ont adoptée parce que c'est la parfaite réponse pour leurs collaborateurs qui veulent à la fois produire au quotidien, mais aussi engager leurs clients de manière différente et sont pour la plupart du temps en mobilité. La Surface 3, la petite sœur de la gamme que nous avions présentée en avant-première pour ceux qui étaient là à Room l'année dernière, a fait son chemin. La Surface 3 est presque à l'opposé du Surface Book, le produit le plus mobile. Je veux d'abord une tablette, mais je veux qu'elle puisse être productive. J'irai vers ce modèle. La Surface Pro 4, l'alliance parfaite, et le Surface Book, l'ordinateur aujourd'hui ultra puissant et au design en magnésium reconnu. Et j'espère que vous allez, enfin en tout cas que l'un d'entre vous, et ça c'est sûr, va pouvoir en bénéficier puisque nous allons avoir un tirage au sort pour gagner donc le Surface Book juste à la fin de cette session. Et puis, les devices, c'est très bien, mais finalement, ce n'est que la partie visible de l'iceberg dans un projet de mobilité. Ça arrive à la toute fin de toute la réflexion, la transformation que vous faites. Tout démarre dans un projet de mobilité, vous le savez très bien, avec vos collaborateurs, avec les people de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont les datas, c'est eux qui ont l'information et c'est eux qui ont les usages. Donc ils définissent les scénarios d'usage et à partir de cela, on passe à l'analyse des datas et au choix des applicatifs et des contenus qui vont être dans ces scénarios. Et finalement, le device, c'est la toute fin. Le choix du device va dépendre, encore une fois, de ces scénarios et de l'OS et des apps que vous aurez choisis. Alors, pour en parler, et de manière beaucoup plus concrète, je voudrais appeler Richard Amaru de chez Foncia, qui va partager son expérience. Vous pouvez l'applaudir, merci. Merci Agnès. Bonjour à tous. Donc, je suis Richard Amaru, je travaille chez Foncia, responsable du service desk aujourd'hui, et j'étais à l'initiative en 2013 du cadrage de la mobilité. Qui était bien entendu une stratégie importante pour Foncia, parce que le métier était largement à dépoussiérer. C'est un métier où on avait encore beaucoup de papiers, de dossiers suspendus. On en a encore beaucoup. Le chemin est long, mais ça a été un acte important de Foncia de passer à la mobilité. Donc on a commencé la réflexion en 2013. Plusieurs métiers ont été concernés. Là, je vais faire un focus sur la partie transaction, donc la vente de biens immobiliers. Qui à l'époque on avait des commerciaux qui étaient en possession de téléphones fixes et d'ordinateurs de bureau. Donc pour aller vendre des appartements, c'était un peu compliqué. Non, c'est pas très pratique. Donc l'idée, c'était de les rendre un peu plus nomades, qu'ils soient joignables par téléphone, par messagerie, qu'ils aient accès à leur agenda, qu'ils puissent prendre des photos. Et un accès aux applications métiers pour qu'ils puissent publier les annonces sur les différentes plateformes du web. Donc en 2014, on a lancé le projet avec une recherche de matériel. Donc on avait testé pas mal de solutions. À l'époque, il y avait des mobiles, des smartphones, des phablettes, des tablettes, des ultra légers. Enfin, voilà, donc il y avait un peu toute une gamme. On se cherchait encore un peu. C'est un peu plus clair aujourd'hui, on va dire. Les choix techniques, d'abord, on a retenu un modèle tactile et aussi performance bureautique pour faire un peu la transition, parce qu'on n'était pas prêt de faire le saut d'un coup, donc il fallait qu'on renouvelle le parc petit à petit. On a fait le choix aussi des smartphones, donc on est passé sous du Lumia à l'époque pour sa compatibilité avec le réseau 4G qui était en train d'arriver, et notre opérateur nous le fournissait de suite, donc c'était l'occasion de passer là par contre directement sur un réseau performant. L'utilisation des petites dalles aussi sur l'écran d'accueil était plutôt pratique. On a eu pas mal de soucis quand même par rapport au VPN, très compliqué à mettre en place, beaucoup d'usages mal appréhendés, enfin, les utilisateurs avaient beaucoup de problèmes à se connecter, les applications qui n'étaient pas prêtes. Donc là, on parlait tout à l'heure de bien penser aux usages avant. Nous, on n'était pas tout à fait prêts dans cette démarche-là. Et on avait un problème aussi en interne, des équipes qui apprendaient mal encore le nouvel OS version 8. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Donc on a mis un stand-by, on s'est arrêté au mois de juin, on a dit stop, on va remettre tout à plat.
Et en 2015, on est reparti, donc nouveau projet, nouveau budget. On a fait le choix de partir sur 3 modèles qu'on a déployés dans nos agences, directement avec les utilisateurs qui ont pu tester et nous faire un retour directement sur l'usage du matériel, parce que c'était quand même important, surtout qu'ils avaient des fixes, hein, je vous rappelle. Le chantier de refonte des applications a bien commencé aussi, en même temps que nous. Donc on avait beaucoup de sites web qu'il fallait refaire complètement pour qu'ils soient responsive design, donc HTML5 bien évidemment. Et derrière, la gestion de l'OS, toujours un peu compliquée. Mal maîtrisé, donc ça c'est quelque chose qu'on a mal appréhendé. Nos techniciens n'étaient pas formés pour gérer ça. Le nouveau VPN aussi a été étudié tardivement, donc du coup on a été obligé de commencer à déployer avec l'ancien qui n'était pas stable et de faire la transformation là en ce moment du nouveau. Donc cette partie-là était encore un peu compliquée pour le support, parce que quand les utilisateurs nous appellent, on passe 30 minutes à leur expliquer comment se connecter avec le VPN et activer le Wi-Fi. Donc ça c'est un peu c'est pas simple. Le changement, par contre, on l'a appréhendé un peu mieux parce qu'on s'est associé avec la formation, donc qui avait organisé des formations sur le métier, sur la réorganisation et la nouvelle façon d'aller vendre les biens. Donc à ce moment-là, on remettait le smartphone, la surface, et on passait 1 heure avec eux pour leur expliquer comment connecter tout ça. Donc 1 heure c'est bien, mais c'est pas suffisant, on aimerait tous en avoir un peu plus, mais c'était déjà pas mal. Voilà, ils sont repartis avec leur matériel, et aujourd'hui voilà, ça fait on a déployé 2 régions sur 5 à peu près, donc on est encore dans la transformation. On a pas mal de retours positifs de nos utilisateurs qui apprécient quand même la performance. Ils ont plus de rapidité avec le réseau 4G que dans l'agence, donc à la limite ils travaillent mieux dehors que dedans. Donc ça c'est pas mal. Et puis la formation de l'exploitant, vraiment ça c'est un truc que je mettrais en avant, parce qu'on n'y pense pas assez, et donc les gens chez nous perdent en connaissance. L'évolution des applications, on est encore en train de les faire, hein. Ça bouge tout le temps, donc on est encore en train de les passer. Et les impressions, on a gardé un PC en agence pour pouvoir faire les impressions des documents formels, parce qu'il n'y avait pas d'utilité de les avoir en mobilité. Voilà où on en est. Très bien, merci Richard. J'aurais quelques questions. La première, tu as dit avoir testé plusieurs devices, 3 je crois. Ton choix qui a été le bon, tu es sur la Surface 3. J'aimerais savoir quels ont été les critères de décision. Alors tout d'abord, on a eu le critère des utilisateurs, hein. C'était le plus important, parce que la transformation de leur métier était telle qu'il fallait quand même pas les choquer, hein, leur donner le choix, leur faire tester et voir s'ils avaient la bonne prise en main. Ce qui a été le cas, des retours plutôt sympathiques avec l'écran qui se détachait, ça c'était important. C'est pas forcément le choix de l'IT, mais en tout cas le leur était plutôt positif là-dessus. Le clavier souple, enfin voilà. Donc c'était plutôt, on a eu un très bon retour des utilisateurs, et le service achat aussi, parce qu'il y a toujours, comme dans toute société, des histoires de budget. Donc le service achat a fait un bon travail, et donc du coup on a pu partir là-dessus. Et concernant le ROI, donc, tu as parlé des utilisateurs qui étaient heureux. Est-ce que le client, déjà, tu vois un retour sur investissement dans l'engagement du client, le fait que toute la force de vente soit en mobilité, soit plus disponible? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est difficile de dire que c'est que à cause de ça, mais dans la conjoncture actuelle où l'année dernière on a passé quand même une période noire sur la vente et dans l'immobilier en général, c'est vrai que d'arriver et commencer à avoir des utilisateurs, enfin nos commerciaux qui pouvaient se déplacer, aller voir le client, le potentiel, le prospect, comme on dit, et s'asseoir à côté d'eux, leur montrer les biens, défiler les photos avant de se déplacer physiquement dessus, c'était plutôt bien appréhendé. On s'en est pas trop mal, on s'en est même bien sorti, puisqu'on a fini en positif l'année 2015. Donc dans la conjoncture actuelle, oui, je pense qu'il y a déjà un bon retour, hein. Mais on n'a fait que 2 régions, donc il y en a vivement encore. Les 5 voilà, alors. on a vivement les 5.
Et dernière question, je pense que tu as dit qu'ils étaient équipés en Lumia. Vous avez des PC dans l'entreprise. Maintenant, la Surface. Tu n'es pas sans savoir qu'on a lancé Windows 10 le 29 juillet dernier et que c'est un seul OS pour l'ensemble des devices. Vous n'êtes pas encore en Windows 10 chez Foncia. Je ne vais pas mettre de pression, hein, mais est-ce que vous l'envisagez ou pas? Quel va être le cheminement pour ce passage? Ah oui, on l'envisage bien évidemment parce qu'on ne va pas rester avec d'anciens OS. Moi, je l'ai déjà installé à la maison personnellement, donc je l'utilise. On attend beaucoup. Moi, j'ai découvert pas mal de choses au salon Room ici. On attend beaucoup de cette convergence entre les deux systèmes, téléphone et mobile. La facilité, apparemment, enfin moi je sais que la transformation, la migration vers Windows 10 à la maison, elle s'est passée, mais alors admirablement. Donc j'attends de voir ce que ça va donner à l'entreprise, mais si c'est de la même facilité, c'est sûr que mes exploitants qui ont un peu du mal aujourd'hui, on va être un peu plus facilité, donc on va voir ce que ça va donner. On attend beaucoup de Windows 10. Ouais. D'accord, merci beaucoup, merci. Alors le but de cette keynote, c'est aussi de donner un petit peu de perspective sur qu'est-ce qui va arriver, non pas dans les années qui viennent, mais dans les mois qui viennent. Et quand je dis ça, c'est en France. Et certains l'auront suivi. Avec le lancement de Windows 10, on a aussi annoncé le lancement du premier OS qui permettait une plateforme holographique. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que nous allons pouvoir avoir dès demain des apps avec hologramme qui vont être développés. Nous venons d'annoncer le 29 février la disponibilité du SDK à tout notre réseau de développeurs. Et aujourd'hui, Microsoft HoloLens est une vraie promesse, la promesse d'un monde avec peut-être moins d'écrans, mais d'une réalité augmentée, à la différence de la réalité virtuelle, où vous êtes complètement dans un film, on va dire. La réalité augmentée prend en compte tout votre univers et va vous permettre de modéliser avec des hologrammes, de les créer, de les imprimer directement en 3D. Toutes ces applications existent. Aujourd'hui, nous sommes déjà en train de travailler avec la NASA, bien entendu, mais aussi Volvo, des hôpitaux qui, avant des opérations extrêmement importantes, se servent d'hologrammes pour visualiser les gestes à faire, et puis des majors de l'industrie aéronautique. HoloLens, c'est dans quelques mois en France. C'est encore une nouvelle façon d'aborder la mobilité. Et puis, dernière annonce de Microsoft, notre partenariat avec la NFL. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que ce partenariat donne avec HoloLens. There's no time to waste, you don't want this. This night is coming for you, bang that drum on you. There's nothing else you can do. Watch out, we let it go. Voilà, un petit peu de légèreté dans cette keynote. Ce n'est pas de la science-fiction, cela existe. Et ça sera là encore une fois dans quelques mois. Donc j'espère peut-être, Room l'année prochaine, pouvoir faire une démonstration en live de cette solution. Alors restons dans le monde du sport. J'espère qu'il n'y a pas de monégasque dans la salle parce que je vais parler de Lyon, de l'OL. Donc je sais qu'il y a parfois des petites tensions. Et je vais surtout vous parler du Grand Stade. Le Grand Stade qui, avec un partenariat Microsoft, est le premier stade connecté en France. Le premier stade qui a été conçu nativement pour cette connexion. Vous savez que toutes les infrastructures existantes,
On a beaucoup parlé du Real Madrid, qui est aussi une vraie avancée technologique, mais quelque part qui est resté dans un stade extrêmement béton, donc le Wi-Fi passe mal, alors que, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés au stade de Lyon, franchement, il y a une connexion qui est extraordinaire. Mais en fait, l'idée de ce stade connecté, c'était d'abord de redéfinir le parcours du fan. C'est celui qui vient aux événements, celui qui va acheter un maillot à la boutique, qui s'achète 3 bières à la mi-temps et qui veut toujours être placé à tel endroit. Pour pouvoir mieux l'accompagner, lui faire vivre une expérience encore plus extraordinaire de ces matchs. Mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin que de simplement, bien entendu, avoir toutes ces datas centralisées. L'idée, c'était d'avoir une expérience qui était unique. Je pense que tout le monde dans la salle, on aime à la fois être dans un match pour ressentir la vibration, l'émotion du réel, mais on regrette souvent aussi le confort de son salon, de la télévision, du ralenti que l'on peut voir sur une belle action. Un stade connecté, ça va vous permettre d'allier les deux. En effet, grâce à l'application qui a été développée, après chaque but, vous pourrez revoir au ralenti l'action directement sur votre smartphone, sur votre tablette. Vous pourrez voir un angle différent de vision que la place à laquelle vous êtes assis. Vous pourrez commander votre hot dog et votre bière à l'avance pour ne pas faire la queue pendant 30 minutes à la mi-temps et le récupérer directement. Et dans une version V2, vous allez avoir la géolocalisation. Vous allez savoir où sont tous vos amis dans le stade. Vous allez pouvoir les challenger sur les résultats. Vous allez pouvoir avoir des promotions qui vous sont spécialement pour vous. Il y aura un modèle freemium qui va être mis en place. Et bien entendu, billetterie dématérialisée, etc. C'est vraiment un moment unique et complètement magique, qui ne sera pas simplement utilisé pour le foot, mais pour tous les événements qui auront lieu à ce stade, et qui, bien entendu, va continuer à se déployer. Et tout ça grâce à la technologie. Et finalement, c'est aussi de la mobilité, car c'est une façon d'engager différemment sa relation avec son client.